Alors, dans cette section, on va s'intéresser à un nouveau phénomène, pas trop éloigné des interférences, mais qu'on va nommer des battements. Pourquoi des battements? Parce que vous allez avoir deux signaux de fréquences proches qui interagissent et quand vous les entendez, eh bien vous avez l'impression de temps en temps qu'ils se renforcent et puis de temps en temps qu'ils sont totalement en opposition de phase, donc avec des interférences destructives dans ces cas-là. Résultat, vous aurez une amplitude globale de votre signal qui va varier au cours du temps. Donc ça ne sera pas un signal sinusoïdal, mais un signal quasi-sinusoïdal. Donc l'origine de ces battements, c'est quand vous avez superposition de signaux ou d'ondes de pulsations proches. Pas exactement égales. Comme dans le petit dessin sur XKCD avec les clignotants, que vous avez certainement vu d'ailleurs ou ressenti quand vous êtes à un feu rouge, vous entendez le tic-tac de votre clignotant, et puis vous regardez le clignotant de la voiture qui est juste devant elle, si elle a pensé à le mettre, bien sûr, ce qu'il faut faire quand on veut tourner. Donc quand vous avez le clignotant de la voiture juste devant elle, vous voyez que parfois votre clignotant est en phase avec celui de la voiture, alors que parfois il va être en opposition de phase, c'est-à-dire que quand le clignotant est allumé, le vôtre, il est éteint et réciproquement. Donc il faut essayer de regarder et puis vous allez avoir un passage de l'un à l'autre. Vous avez une superposition et qui donne un signal quasi sinusoïdal et le quasi va être le plus visible parce que on a une amplitude qui va être lentement variable. Donc l'amplitude change d'une valeur maximum jusqu'à une valeur minimum, peut-être nulle, et ça revient. Donc ça s'entend, si vous prenez deux métronomes qui sont réglés presque sur la même fréquence par exemple, vous allez avoir le phénomène qui est audible. Alors on va déjà essayer de faire une visualisation mathématique pour savoir d'où est-ce que ça sort. Sachant que l'important va être d'utiliser le résultat, c'est pas tellement la démonstration, parce que c'est juste des histoires de cosinus et de sinus. Donc, alors on va simplifier un petit peu la vie. Donc on prend deux signaux, U1 de t qui va s'écrire A cosinus oméga t et U2 de t cosinus oméga 1t qui vaut A cosinus oméga 2t. Vous vous souvenez que dans la partie précédente, on avait un A1 et un A2, mais c'était le même oméga. Là, on va se simplifier un tout petit peu la vie en prenant la même amplitude. On verra qu'est-ce qui va se passer quand on a une amplitude différente, mais c'est pas le même oméga. Avec oméga 1 différent d'oméga 2, mais assez proche. On verra ce que ça veut dire proche. En gros, ça veut dire que la différence des oméga est faible devant un des deux oméga, par exemple. Donc on prend ces deux signaux de même amplitude. Alors la phase, on s'en fiche un petit peu, vous pouvez rajouter un phi1 et un phi2 et puis faire les mêmes types de calculs. Ça va juste compliquer un tout petit peu l'expression. Nous, on va se garder le même truc au départ pour voir l'interprétation qu'on va pouvoir en faire derrière. Donc le U total, qui va être le U1 de t plus U2 de t, on verra tout à l'heure une visualisation de ce que ça fait dans le diagramme de Fresnel, une interprétation en termes de déphasage d'ailleurs, qu'on va pouvoir mettre. Donc on va noter que ça s'écrit A facteur de cosinus oméga 1t plus cosinus oméga 2t. Donc quand on a une somme de deux cosinus, si on pose A qui vaut oméga 1 plus oméga 2 sur 2t et B qui vaut oméga
1 moins oméga 2 sur 2t, vous remarquez que oméga 1t, c'est a plus b. Ce truc-là, ça peut s'écrire a facteur de cosinus de petit a plus petit b. Et oméga 2t, au contraire, c'est la différence. Donc, c'est cosinus de petit a moins petit b. Dans ce sens-là, parce que moi, je ne connais en fait que ces relations-là, cos a, cos b, enfin, cosinus de a plus b, c'est justement cos a, cos b moins sin a, sin b. Et cosinus de a moins b, c'est la même chose, cos a, cos b, il suffit de remplacer b par moins b, dans le cosinus ça change rien, dans le sinus ça change le signe, plus sin a, sin b. Donc vous voyez que ce terme-là se simplifie avec celui-là, et je me retrouve donc avec 2a cosinus de a cosinus de b. Et maintenant, je peux revenir à mon expression de tout à l'heure avec a et b. C'est cosinus de oméga 1 plus oméga 2 sur 2t et cosinus de oméga 1 moins oméga 2 sur 2t. Bon, oméga 1 plus oméga 2 sur 2, ça c'est la valeur moyenne de la pulsation oméga en supposant que j'ai autant de poids sur oméga 1 et oméga 2. Donc, ce qui est le cas puisque de toute façon ici j'ai la même amplitude. Donc on va noter ça, cosinus oméga bar, donc valeur moyenne des deux oméga. Et là vous voyez qu'il apparaît un oméga 2 moins oméga 1. Ce truc-là, je peux l'appeler delta oméga, l'écart des oméga. En fait, delta oméga, je vais noter ces valeurs absolues de l'écart entre les deux. Ici, comme c'est dans un cosinus, de toute façon, je m'en fiche d'avoir pris la valeur absolue ou enfin un signe ou l'autre, puisque ça n'aura pas d'influence. Et puis vous avez du coup cosinus de delta oméga sur 2 fois t. Donc, je me retrouve avec un U total de t qui va s'écrire à une certaine amplitude, 2a, fois cosinus delta oméga sur 2t, le tout multiplié par cosinus oméga t. Alors là, ce qui va être intéressant, c'est que ce bout-là, c'est un signal à variation rapide, parce que la valeur moyenne de oméga, elle est proche de oméga 1, elle est proche de oméga 2, donc c'est du même ordre de grandeur que les deux signaux que j'avais au départ, et ça, on peut appeler ça une certaine amplitude, on peut appeler B de t si vous voulez, de variation lente. Alors pourquoi lente ? Parce que delta oméga, comme j'ai dit que oméga 1 et oméga 2 étaient proches, ça veut dire que la différence entre les deux doit être très petite devant oméga 1 et oméga 2, donc en l'occurrence devant oméga bar, donc delta oméga est très petit devant le oméga moyen que j'ai à disposition. Et en plus je prends delta oméga divisé par 2. Bon, si je veux faire une représentation graphique de la somme, donc j'ai quoi ? J'ai une enveloppe d'amplitude 2A, donc je pars à 2A, avec un cosinus derrière, et ce cosinus, du coup ça me fait un machin comme ça, hop. Donc qui varie lentement. Et à l'intérieur de cette enveloppe, étant donné que j'ai un deuxième terme ici, qui varie entre moins 1 et 1, il faut, comme d'habitude, quand on faisait des systèmes amortis, avec mes deux enveloppes exponentielles, j'en avais une positive, et puis je prenais la négative de l'autre côté, qui faisait pareil, et donc qui fait juste l'opposé, en allant de moins 2a à plus 2a, etc. Donc là, j'ai moins 2a. Et à l'intérieur, le terme à variation rapide, celui-ci, va faire toucher partir de 1, aller à moins 1, partir de 1, aller à moins 1, et donc il va à chaque fois toucher, hop, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, hop, là il passe par 0 qui est imposé par l'annulation de la variation lente, mais après il repart, hop,
en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Alors là, je dessine des dents de scie, mais c'est un vrai cosinus entre les deux, un truc qui ressemble à peu près à un cosinus. Alors remarquez qu'à chaque fois que je passe par 0, ici, j'ai un décalage dans le sens où mon annulation fait changer de signe ce truc-là. Donc si j'étais après un maximum, normalement je devrais arriver à un minimum, mais étant donné qu'il y a changement de signe, mon minimum devient de nouveau un maximum. Quand on fera des exercices, si jamais vous avez cet échange, il faudra juste faire un tout petit peu attention. Donc ce phénomène de battement est particulièrement intéressant, et vous avez ici une certaine période que je vais appeler T creux, une période entre deux creux consécutifs. Cette période, c'est la période qui a entre deux annulations du cosinus qui est ici. Donc deux annulations de ce cosinus me donnent cette période. Donc en fait, j'ai une demi-période. Donc T creux, ça correspond à la demi-période du terme en cosinus de delta oméga sur 2t. Et donc c'est 2pi divisé par la pulsation, et la pulsation c'est delta oméga divisé par 2. Demi-période, donc c'est la moitié de cette période-là, ça m'arrange, parce que ce de là va partir avec celui-là, et puis celui qui était en dessous, il remonte, donc j'ai quand même du 2pi, ça me fait du 2pi sur delta oméga, des creux. Et si delta oméga, donc c'est oméga 2 moins oméga 1, je l'écris en fonction des fréquences, oméga 2 c'est 2pi f2, oméga 1 c'est 2pi f1, donc je me retrouve avec delta oméga qui vaut 2pi delta f, donc je me retrouve avec ce qu'il faut retenir, c'est-à-dire que la période entre deux creux, c'est l'inverse de la valeur absolue de l'écart des fréquences. Donc vous avez ici un moyen extrêmement simple de déterminer un écart entre deux fréquences très proches. Par exemple, si vous avez deux émetteurs à ultrasons à 40 kHz, l'un qui émet à 40 kHz et l'autre qui émet à 39,999 Hz, et que vous enregistrez ça, vous allez observer des battements avec une période de 1 sur 1 Hz, donc l'inverse de 1 Hz, c'est-à-dire de 1 seconde. Et ça, c'est faisable. Donc s'il y en a un que vous connaissez très bien, en utilisant ces battements, vous allez pouvoir déterminer l'autre. C'est en fait le phénomène qui est utilisé par les accordeurs professionnels de piano, certainement aussi par les joueurs de guitare, parce que quand vous jouez deux notes qui sont censées être les mêmes, donc pour l'accordeur de piano, vous avez deux cordes qui sont censées être exactement à la même note, et bien si vous écoutez le son, vous allez entendre des oscillations dans le son. Plus vous arrivez à ce que la période de ces oscillations, donc ça augmente en intensité, ça diminue, ça augmente, ça diminue, donc plus cette période est grande, plus la fréquence des deux cordes est proche l'une de l'autre, ce qui vous permet d'avoir un accord plus particulier de votre piano. Donc ça, c'est vraiment l'aspect à retenir, et on va essayer de s'entraîner au maximum là-dessus. Donc vous allez avoir pendant les cours des petits entraînements où on va vous fournir des diagrammes. Donc comme il y en a un qui apparaît devant vos yeux, ce diagramme-là, la question ça va être de déterminer en fait la période des creux, puis ensuite de se dire du coup quelle est la différence de fréquence, et une fois que je connais la différence de fréquence, si je connais l'une des autres fréquences, je peux déterminer l'autre. Alors au signe près, parfois on va pouvoir, en regardant la fréquence moyenne, savoir si elle est plus grande ou moins grande que celle qu'on connaît, pour déterminer de tels sens, mais sinon j'ai deux choix. Si je connais F1, j'aurai F2 qui vaut F2 plus delta F, F1 plus delta F, ou F2 moins delta F. Bon, on verra ça et puis on s'entraînera directement pendant les cours. Alors j'en profite pour vous montrer une animation d'une configuration avec la représentation de Fresnel. Donc on prend les deux signaux qui au début sont en phase, et à fur et à mesure que le temps passe, il y en a un, le signal qui est en bleu, qui avance plus vite que le vert.
On va faire une petite accélération et là vous voyez que les deux signaux finissent par être en opposition de phase et donc le signal résultant rouge va être quasiment d'amplitude nulle et c'est le passage où vous avez le cosinus de l'enveloppe qui s'annule. Puis le bleu finit par rattraper le vert, le rouge devient de plus en plus grand et vous avez à nouveau un maximum d'amplitude. Et là, de nouveau, le bleu dépasse le vert, il y a désynchronisation. À nouveau, on tend vers une opposition de phase où le rouge va être de taille minimum et on continue comme ça. Et donc, ce qui est important, c'est que le temps qu'il faut pour aller entre deux minima va vous permettre de mesurer la différence de fréquence entre les deux signaux. On va traiter le cas de signaux d'amplitude différente. Et là, je vais utiliser ce qu'on a vu pour les interférences, en essayant de me ramener à une fréquence qui soit la même dans les deux cas. Donc, cas des signaux d'amplitude différente. Hop. Donc, on prend un U1 de t qui va s'écrire à 1 cosinus oméga 1t et U2 de t qui va s'écrire à 2 cosinus oméga 2t. Là, de nouveau, je m'embarrasse pas par des phases initiales parce que ça va polluer un tout petit peu la démonstration, mais ça tient encore si vous rajoutez ces phases. Alors, plutôt que de prendre oméga 1 et oméga 2, je vais écrire que oméga 1, c'est oméga moyen plus delta oméga sur 2 directement, et oméga 2, c'est oméga moyen moins delta oméga sur 2. Donc il y en a un qui est légèrement plus grand et l'autre qui est légèrement plus petit. Oméga 1 ici est plus grand que la valeur moyenne, et delta oméga, ça vaut oméga 1 moins oméga 2 par exemple. Ou valeur absolue d'oméga 1 moins oméga 2, puisque j'ai dit qu'oméga 1 il était plus grand, excusez-moi, avec le plus qui apparaît ici. Bref, donc si j'ai cette expression-là, ça veut dire que mon U1 de t, il va pouvoir s'écrire à 1 cosinus oméga moyen t, plus un terme delta oméga t sur 2. Et mon U2 de t, on va le mettre à côté, pas en dessous, j'ai besoin de la place en dessous, U2 de t, il va s'écrire à 2 cosinus oméga moyen t, moins delta oméga t sur 2. Ce bout-là, je vais dire que c'est un phi1 qui dépend du temps, mais il varie doucement. Donc finalement, si je regarde sur une période globale, il va être presque la même chose entre le début et la fin. Il aura varié un petit peu, mais pas grand-chose. De la même manière, ce terme-là, avec le moins, je l'appelle phi2 de t. Et donc je me retrouve avec du A1 cosinus oméga moyen t plus phi1, alors il se trouve que phi1 il dépend un petit peu du temps, et U2, ça c'était mon U1 de t, et U2 de t qui s'écrit à 2 cosinus oméga bar t, plus phi2 de t avec phi2 qui dépend un petit peu du temps. Et ça j'ai déjà résolu, j'ai maintenant la même pulsation. Donc en fait, si je me place à un instant donné, le atode va être donné par la règle d'Al-Kashi. En fait, ça marche même si phi1 et phi2 dépendent du temps. Je fais juste un dessin à un moment donné. Ma construction géométrique en mettant le phi1 et le phi2 que j'indique ici est toujours valable. Il se trouve que au cours du temps, les deux vont s'écarter l'un de l'autre. Mais si je prends une photo, j'ai à un instant t donné que l'expression est parfaitement rigoureuse. Donc j'ai A1 carré, plus A2 carré, plus 2 A1 A2, cosinus de la différence phi2 moins phi1. Et donc là je rajoute juste que phi2 il dépend du temps, et phi1 il dépend du temps aussi. Et ça, je peux calculer explicitement, j'ai donc ma racine, A1 carré, plus A2 carré, plus 2 A1 A2, cosinus, alors phi2 de t c'est moins delta oméga sur 2t, phi1 c'est plus, alors moins ça fera 2 fois le truc, et puis donc j'ai du moins delta oméga t,
Et puis comme je suis à l'intérieur d'un cosinus, du coup c'est la même chose qu'un plus. Alors laissez le vote moins si vous voulez pour l'avoir. Mais globalement, vous voyez que j'ai un truc qui varie lentement au cours du temps. Donc qu'est-ce que j'observe? Si A1 est différent de A2, alors A tot varie lentement entre une valeur qui correspond à A1 plus A2, c'était le cas où delta oméga t vaut 0 modulo 2pi, et valeur absolue de A1 moins A2, interférence destructive, cas où phi est égal à pi modulo 2pi. Donc j'ai exactement le même raisonnement qu'on a fait dans la partie sur les interférences, et donc je peux faire mon dessin avec mon enveloppe qui va varier entre A1 plus A2 et entre A1 moins A2. On va dire en valeur absolue, on va dire que A1 il est plus grand que A2. Donc j'ai un machin qui va faire ça, qui descend, qui remonte, qui descend. Alors c'est pas une courbe sinusoïdale puisque c'est la racine d'une constante plus un truc sinusoïdal qui va jamais pouvoir compenser entièrement cette constante jusqu'à ce qu'elle s'annule. Mais bon, j'ai quand même ça. Et puis je peux faire de l'autre côté moins A1 plus A2 et moins A1 moins A2. Hop, et j'obtiendrai l'autre côté qui va être symétrique, comme ça. Et maintenant, si je prends mon signal total, il part de là-haut, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, etc. au cours du temps. Et donc, j'ai des montées, des descentes, avec un maximum d'amplitude et un minimum d'amplitude. Vous voyez que ce sera d'autant plus marqué que les amplitudes A1 et A2 sont proches l'une de l'autre, de sorte que la différence A1 moins A2 s'approche de 0. Mais si elles ne sont pas égales, il n'y a pas d'annulation comme tout à l'heure. En revanche, je vais retrouver que la distance, c'est pour ça que je l'ai appelé T creux, la distance entre deux creux, la période qui sépare deux creux, bah c'est en fait une période qui correspond à votre terme en cosinus delta oméga t, et donc en fait votre T creux c'est directement 2pi sur la pulsation de ce cosinus, c'est-à-dire delta oméga, ça veut dire 1 sur l'écart de fréquence. Donc on retrouve la même chose, et c'est l'aspect important que vous devez savoir faire, c'est si on vous donne un signal qui a des battements, déterminer l'écart de fréquence entre les deux. Peut-être revenir à l'expression, mais au moins déterminer cet écart. Regardons à nouveau ce qui se passe dans la représentation de Fresnel. Donc on part de la même manière avec un signal bleu et un signal vert, le signal bleu tournant légèrement plus vite que le signal vert. Mais cette fois-ci, le signal bleu est d'amplitude plus importante que le signal vert. Alors on voit que, effectivement, au moment où les deux signaux sont en opposition de phase, le signal résultant en rouge n'a pas une amplitude nulle, donc passe par un minimum d'amplitude, mais non nulle. Donc, et après, une fois que le bleu regagne de nouveau son retard sur le vert, enfin, il est passé avec un demi-tour d'avance, donc il approche de son tour complet d'avance sur le vert, on aura de nouveau que le signal résultant va être la somme des deux signaux et aura une amplitude maximale. Et ensuite, eh bien, l'histoire se répète. Diminution de l'amplitude globale, passage par un minimum, réaugmentation à mesure que le bleu reprend son retard sur le vert, et on a nos battements. Alors, du coup, application. Donc, j'en ai déjà parlé. Vous avez l'accord, l'instrument. Par exemple, le piano. So that you could hear clearly it's out of tune. And then bring it up. La guitare, bah, si vous avez choisi une note, vous accordez votre note grave. Après, en la pinçant, en montant, vous pouvez avoir la même note que la note suivante à vide. Et donc, en jouant les deux, vous pouvez entendre s'il y a des pulsations, s'il y a des écarts ou pas.
si les oscillations sont trop rapides, c'est qu'il y a trop d'écart et donc vous n'entendrez pas, mais si vous êtes capable de le régler à 1 Hz près, donc quand vous entendez des fluctuations de l'ordre de 1 Hz, bien sûr c'est aussi valable avec d'autres instruments si vous les jouez ensemble et que vous entendez des variations du niveau sonore qui sont pas induites par exemple le souffle des instrumentistes, c'est qu'il y a un problème d'accord entre les deux. Donc là vous pouvez l'utiliser pour l'accord d'instrument et pour la détermination d'une fréquence inconnue par comparaison à la fréquence connue. Donc une fréquence, on va dire F2 inconnue par comparaison à une fréquence F1 connue. Vous aurez que F2, ce sera F1 plus delta F ou F1 moins delta F. Alors pour savoir si c'est plus ou moins, remarque, si vous êtes capable de voir que F1 est supérieur à F moyen, la fréquence moyenne, alors forcément F2 doit être inférieur à F1 puisque la moyenne va être entre F1 et F2. Si la moyenne est plus petite que F1, ça veut dire que F2 est plus petit que F1 et donc vous aurez F2 qui vaut F1 moins delta F. Et inversement, si F1 est inférieur à la fréquence moyenne, alors ça veut dire que F2 est supérieur à F1 et donc F2 va être égal à F1 plus l'écart de fréquence qu'on calcule avec 1 sur T creux, qui lui sera facile à mesurer. Remarque encore, dans la plupart du temps, on ne peut pas déterminer F moyen suffisamment précisément. Non déterminable assez précisément. Bah oui, puisque si vous voulez savoir si un truc est à 40 kHz, est-ce qu'il est à 39 999 ou 40 001, ça veut dire que vous êtes déjà capable de mesurer le F moyen au demi-hertz près, entre les deux, et là, très clairement, si vous êtes capable de faire ça, vous pourriez mesurer F2 directement, ça sert à rien de passer par l'intermédiaire des battements pour avoir ce truc-là. Donc souvent, les battements ne marchent que pour savoir si c'est à l'écart entre les deux fréquences et pas de manière absolue si vous êtes au-dessus ou en dessous.